Bonjour à tous, bienvenue au We Speak Retail numéro 5 qui est dédié aux innovations dans le luxe. Je suis Marie Olivero, investisseuse chez BPI France. Alors, nous avons 45 minutes ensemble. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant poser des questions sur l'onglet à votre droite sur Livestorm et nous y répondrons à partir de 18h15. Donc un mot sur le We Speak Retail, c'est un événement qui est organisé par le forum One to One Monaco et le Hub de BPI France qui est l'accélérateur des startups de BPI France. Le but en fait des We Speak Retail, c'est d'explorer à chaque épisode un maillon de la chaîne de valeur du retail. Donc aujourd'hui, la problématique qui nous rassemble, ce sont les stratégies d'innovation des acteurs du luxe et notamment via leur partenariat avec des startups. Pour en parler, autour de la table, nous avons Sarah Laurie. Bonjour Sarah. Bonjour. Directrice du pôle cosmétique de Max Sauer, qui est une PME bretonne multicentenaire, qui est leader aujourd'hui du matériel d'artistes peintres et également des pinceaux de cosmétiques. Nous avons Tamim Elmili, bonjour. Bonjour. Directeur retail à L'Oréal, luxe international, et vous avez une expérience de plus de 20 ans dans la galaxie L'Oréal. Et Julien Miniconi, directeur chez Wavestone. Bonjour Marie. Qui est un cabinet de conseil en management. Nous avons également Noémie Duménil à distance, qui est CEO de Authentic Material, qui est une start-up. Bonjour. Pour en dire deux mots, c'est une start-up toulousaine, créée en 2016, qui en fait a des procédés brevetés qui lui permettent de dénaturer les protéines de cuir notamment et de les transformer dans des matériaux totalement innovants, qui sont à très forte valeur ajoutée et qui peuvent potentiellement demain remplacer le plastique. Merci à la BPI de nous avoir invités à participer à ce We Speak Retail. Donc peut-être pour rentrer dans le vif du sujet, des grandes tendances et innovations actuelles du luxe, Julien, chez Wavestone, votre métier en fait c'est d'accompagner vos clients dans les grandes transformations de leurs industries. Quand on parle des grandes tendances du luxe et des grands bouleversements, est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter justement à cette occasion le radar des startups du luxe que vous effectuez chaque année? Tout à fait. Donc en quelques mots, Wavestone, donc c'est un cabinet leader de la transfo digitale. On est 3500 dans le monde. On est un peu plus qu'un cabinet de conseil, puisqu'en fait, on a monté tout un écosystème avec des startups qu'on accompagne, qu'on recrute et qu'on rencontre régulièrement avec BPI. Donc aujourd'hui, on a monté un radar dédié à l'industrie du luxe qui comporte une centaine de startups que je vais vous détailler. Avant d'entrer dans ce radar, j'aimerais quand même vous présenter quelques challenges de l'industrie du luxe aujourd'hui. 2022 a été une année record en termes de volume et en termes de chiffre d'affaires. Tout le monde a gagné au change. 2023 s'annonce un tout petit peu plus difficile, avec une stratégie moins volumique pour la plupart des acteurs, mais certains vont encore jouer sur l'aspect prix, répercutant de toute façon l'inflation sur les matières premières. Mais on s'attend à un marché un tout petit peu plus difficile, mais quand même les experts annoncent à peu près 5 à 6% de taux de croissance au niveau mondial. Alors ces 5 ou 6% de taux de croissance, il va falloir composer avec, comme je vous le disais, plusieurs tendances nouvelles et d'autres qui sont tenaces avec l'histoire. La première, c'est en fait la nouvelle génération qui prend le pouvoir, c'est-à-dire que les Gen Z et les millennials, c'est 40% du marché de la clientèle luxe d'ici 2025. Cette clientèle, elle veut quoi? Elle veut de la durabilité. Elle est la cliente ou le client aujourd'hui du petit accessoire de luxe ou du premier rouge à lèvres. C'est la marque demain. C'est le client que demain la marque veut fidéliser et veut faire entrer. Typiquement, un groupe comme LVMH veut vous amener au prêt-à-porter, veut vous amener à la maroquinerie et pas simplement sur du parfum et beauté. Et cette clientèle veut, comme je vous le disais, de la durabilité, veut quelque chose d'éco-responsable, que ce soit dans la conception des produits, dans l'utilisation des produits, dans le rechargement des produits. Donc, il faudra composer avec ça. À noter que c'est également une clientèle jeune qui s'intéresse beaucoup à la seconde main et qui s'intéresse beaucoup à la location de produits de luxe. Au-delà de la composante en fait de vos produits, à vous de miser sur l'omnicanalité. On sait que 2025, le e-commerce sera le principal canal de distribution. La croissance, d'ailleurs, les 6% dont je vous parlais, viendra essentiellement de la distribution en ligne. Et puis, même si aujourd'hui on est au bégaiement et c'est encore embryonnaire, il faudra compter avec le métaverse au regard des perspectives d'évolution de ce marché et des expérimentations qui sont aujourd'hui en cours.
Donc ça, c'est un peu les tendances un peu nouvelles, j'ai envie de dire. Il faudra aussi composer avec des tendances de fond qui sont, la désirabilité du produit. On veut du produit de qualité, on veut du produit éco-responsable, on veut aussi un accompagnement serviciel et on veut toute une couche de service autour du produit et pas simplement un bien tangible. C'est du service, c'est aussi un prolongement en fait du produit dans le digital. Donc là, encore une fois, on repart sur du métaverse et du NFT. Il faudra aussi composer toujours avec la contrefaçon. Les nouvelles technologies telles que la blockchain permettront de limiter ça et d'améliorer la traçabilité de nos produits. Et enfin, trouver des nouvelles sources de croissance géographique. La Chine compte aujourd'hui pour 30% du marché. C'est parti pour continuer, même si la Chine aujourd'hui est un peu secouée avec la crise sanitaire et s'en sort plus mal que nous. Maintenant, des nouveaux territoires comme l'Inde, moi je sais que pour avoir travaillé pour un client récemment, l'Inde est sur le haut de la liste. Comme quoi le monde n'est pas tout à fait encore totalement stabilisé et qu'il y a des choses à voir un peu plus loin. Voilà, alors si on rentre dans le radar, comme je vous disais, donc c'est ces startups qu'on voit régulièrement, qu'on rencontre régulièrement, qu'on présente à nos clients régulièrement. Aujourd'hui, on est parti sur une base de données d'à peu près 200 acteurs. On a fait un filtre. Les critères que nous utilisons aujourd'hui, sont des startups qui sont globales, sont des startups qui ont déjà des produits sur le marché. On a un critère de MVP déjà disponible. Il faut qu'elles aient moins de 9 ans et de durée de vie. Et puis, bien sûr, qui dit startup dit petite taille, donc moins de 300 personnes dans les effectifs. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 120 startups. BPI nous aide là-dedans, qui sont classées selon 6 catégories. Ces 6 catégories, donc, qui sont en miroir en fait des tendances que l'on connaît aujourd'hui dans le luxe. On a la première qui est donc le nouveau magasin, ce qu'on appelle le Connected Hub. Donc en fait, ça va être tout ce qui va être startup qui permet d'améliorer en fait la connaissance du client et de mieux accueillir le client. Le deuxième, comme je vous le disais, comme on prend des positions assez tôt sur NFT et Metaverse, c'est de voir un peu ce qu'on peut digitaliser, comment on peut digitaliser les produits. Le troisième, donc, c'est dans la lignée de la durabilité, c'est la traçabilité en fait des produits et de la chaîne de production. Le rôle du e-commerce, encore une fois, des expériences virtuelles toujours plus intéressantes avec de l'immersion, entre autres. Et puis enfin, toujours dans cette recherche d'efficience et d'éco-responsabilité, c'est avoir la meilleure supply chain qui est possible. Voilà. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail de ces startups. On peut vous présenter en fait la dernière page qui vous présente les différentes catégories. Donc il y a une grosse portion, c'est mon dada, c'est l'expérience client là en violet clair. Vous avez également tout ce qui est excellence en exécution. Donc là-dedans, on va retrouver le commerce unifié, on va retrouver le marketing influence, on va retrouver les outils de DAM. Vous avez également donc tout le volet sustainability, éco-responsabilité avec meilleurs produits, avec économie circulaire et la seconde main. Et puis donc sur les solutions également qui sont utilisées pour lutter contre la contrefaçon. Et puis enfin toute une portion sur design et la création de produits et donc de produits augmentés. Voilà, il y en a un que je voudrais vous citer que moi j'aime bien. Alors après j'ai pas investi dedans, mais c'est Actronica. C'est une start-up en fait qui et dans le domaine de l'haptique. Alors, c'est la science du toucher, l'haptique. C'est assez intéressant parce qu'en fait, il y a une possibilité de reproduire la sensation du toucher d'une matière simplement en posant votre main sur un écran. Donc en fait, vous êtes à la recherche d'un nouveau sac et simplement en le visualisant sur votre iPhone, vous avez la possibilité en fait de sentir en fait le matériau qui fait le sac. Que je trouve assez intéressant déjà quand vous êtes chez vous et éventuellement intéressant pour un vendeur quand le produit n'est pas disponible en boutique. Le fait de dire au client je ne l'ai pas, mais voilà, vous pouvez déjà le tester sans qu'on l'ait sous la main, quoi. Voilà. Il y en a d'autres, mais en termes d'expérience client, j'avais trouvé ça assez fort. Carrément. Tamim, comment ça vous fait réagir? Donc vous êtes directeur retail chez L'Oréal Luxe International. Comment ça vous fait réagir les sujets justement de digital aujourd'hui, qui est le principal driver du secteur du luxe, comme le disait Julien?
Comment en fait est-ce qu'on réinvente le retail aujourd'hui chez L'Oréal, dans le luxe au sens large? Très, très bonne question. C'est une question qui nous anime. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, dans ce nouvel écosystème, le point de vente est disrupté dans sa dimension transactionnelle. C'est-à-dire, en gros, moi, en tant que consommateur, si c'est pour acheter un produit, je n'ai pas besoin de sortir de chez moi. Et pourtant, nous sommes des animaux sociaux. Donc, on le voit bien qu'avec le confinement, il y a eu cette extrémisation d'un côté de la tech et de l'humain, du social qui fait. Et donc, c'est quoi le rôle de ce lieu physique, si ce n'est plus de la vente? Il sert à quoi? Donc, nous, notre intuition, et qui est en train de devenir une conviction, c'est qu'il faut transformer le point de vente en le POS, Point of Sales, into Point of Emotion, en un point d'émotion, où vont rentrer deux choses. L'humain. Et le rôle de l'humain est très important, et je pense que le monde dans lequel on est rentré, c'est inventer le mariage entre l'humain et la tech. Parce que je parle de la disruption du lieu physique dans sa dimension transactionnelle, mais il y a une autre disruption qui est celle du conseiller de vente dans un point de vente, dans sa dimension informationnelle. Je n'ai pas besoin d'aller dans un point de vente pour savoir à quoi sert un produit, comment l'utiliser, je n'ai pas besoin de quitter mon canapé. Et pourtant, on est dans un monde d'hyper-offre, dans un monde bruyant, dans un monde d'hyper-information. Donc la question existentielle pour la consommatrice ou le consommateur, c'est qu'est-ce qui est bien pour moi? Et donc ces éléments de réassurance et comment est-ce qu'on amplifie le conseiller de vente grâce à la tech pour mieux conseiller la consommatrice. Et en fait, c'est cela qu'il faut inventer, c'est digitaliser autant qu'on humanise et humaniser dans le digital. Donc voilà. C'est un peu la nouvelle équation pour moi du retail à craquer. Des magasins augmentés. Absolument. Peut-être l'autre bouleversement évoqué par Julien et qu'on a tous en tête, c'est celui de l'impact. Alors déjà, peut-être en intro, qu'est-ce que pour vous ça veut dire luxe et sustainable? Est-ce que c'est possible? C'est une très bonne question. Le luxe, de manière générale, quand j'achète un produit de luxe, j'attends à ce qu'il dure. Voilà, il y a un rapport au temps, j'achète quelque chose un peu d'immatériel. Et aujourd'hui, la demande, c'est il dure, il faut qu'il fasse du bien à la planète. Il faut qu'il serve. Et ça, c'est particulièrement porté par la consommatrice du luxe, donc une femme qui a plutôt du pouvoir d'achat et qui se dit qu'est-ce que je fais pour laisser une meilleure planète à mes enfants. Donc ça, on le ressent. Donc la dimension sustainable aujourd'hui est un non négociable pour le luxe. Ça, bien sûr, ça pose des questions de conception, de comment est-ce que je revois la chaîne de valeur, comment est-ce que je source, comment est-ce que je respecte la biodiversité, ma relation au vivant, si on parle du cuir. Donc, une série de questions. Et là aussi, je pense que ce qui est intéressant dans cette période, c'est comment on réussit. J'ai dit d'un côté le mariage de l'humain et de la tech, et là, c'est réussir le mariage de la grande entreprise et de la start-up. Parce que souvent, les innovations sur ce type de sujet, c'est la start-up. Les financements pour revoir toute la chaîne de valeur, c'est encore les grands groupes. Okay. Et donc, voilà, c'est... Ok. Donc la sustainability comme nouveau marqueur en fait du luxe, peut-être aussi par rapport à une génération, à une cible de consommateurs peut-être qui évolue aussi. Absolument. Qui devient plus exigeante. Absolument. L'exigence est très forte, ouais, là-dessus. Et alors du coup, concrètement, dans le cas de L'Oréal, qui est un très grand groupe, mais comment est-ce que vous l'appliquez en interne, cette petite révolution C'est donc on s'y attelle, on le fait à plusieurs registres. Il y a plusieurs dimensions dans cette dimension. La première, c'est l'open innovation, et je pense qu'on est assez actif, que ce soit à la station F, où on était l'un des premiers à rentrer pour incuber des startups. On parle de la station F, mais il y a les Founders Factory à Londres, un incubateur aux États-Unis, ça c'est le premier truc. On a créé aussi notre propre fonds d'investissement où, en fonction de certaines innovations, on va prendre une participation minoritaire. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, on vient de prendre une participation dans une société de biotechnologie qui est innovante dans la conception de micro-algues
à faible impact carbone. Okay. Les microalgues, on les utilise dans les cosmétiques. Donc là, c'est sorti dans la presse, ça date d'hier. Ou encore, en 2017, on avait créé avec Carbios, qui n'est pas tout à fait une start-up, mais qui s'intéresse au sujet du plastique recyclable et comment le faire. Donc on a créé un consortium où nous ont rejoint d'autres grands groupes comme Danone, PepsiCo, Nestlé, okay. Pour travailler sur ce sujet. D'accord. Très bien. Donc du coup, plutôt le prisme de partenariat start-up. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, parce qu'il y a plusieurs marques chez L'Oréal, est-ce que cette innovation, elle touche toutes les marques? Est-ce qu'il y a une stratégie différenciée en fonction peut-être des positionnements de la cible? Sur ce sujet, je pense que c'est un must-have aujourd'hui, quelle que soit la marque. Maintenant, pragmatiquement, pour travailler ce sujet d'un point de vue sincère et authentique, on commence par les plus grandes marques, celles qui ont le plus d'impact et sur nos consommateurs et sur la production, etc. Donc, c'est par celle-là qu'on commence. Mais après, c'est un sujet qui est appelé typiquement, quand on travaille sur le plastique, c'est un élément qui va ruisseler sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Du portefeuille de marque. Ok. Et si on prend du coup la chaîne de valeur un petit peu d'ailleurs qui est présentée dans ce radar Wavestone, d'un bout à l'autre, depuis le matériau initial jusqu'à la fin de vie du produit, est-ce qu'il y a un focus particulier aujourd'hui dont vous voudriez parler chez L'Oréal? Vous êtes très fort en innovation produit, c'est vraiment, vous êtes connu pour ça. Est-ce que sur les réflexions peut-être packaging, PLV, il y a des sujets qui sont en cours chez vous? Non, c'est très juste, puisqu'en 2020, nous avons lancé L'Oréal for the Future. Donc, en se disant, nous sommes un grand groupe, et on a commencé très tôt sur ce sujet de sustainability avec Share and Care, Sharing Beauty with All, qui était un programme de se dire comment est-ce qu'on réduit l'impact environnemental, surtout le scope 1 et 2, que nous maîtrisons, en gros, nos usines, nos offres, nos produits. Ça, on l'a fait. On se dit, un groupe comme L'Oréal, il doit absolument adresser le scope 3. Et typiquement, sur un sujet comme la PLV, qui est un sujet qui est très large parce que c'est une foultitude d'objets, c'est une foultitude de fournisseurs, de retailers, c'est comment est-ce qu'on craque un vocabulaire commun. Ouais. Sur toute la chaîne pour qu'on sache ce que l'on fait depuis le fournisseur jusqu'au retailer, en passant bien sûr par les industriels. Donc c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Ok. Alors ma réflexion sur les packaging n'était pas innocente parce que c'était l'occasion aussi de vous parler de Authentic Material. Noémie, peut-être, est-ce que vous voulez présenter Authentic Material, ce que vous faites, et puis aussi nous expliquer en fait qu'est-ce que sont venus chercher chez vous les grands du luxe avec qui vous travaillez? Nous, Authentic, notre métier, c'est bien la conception et la production de matériaux innovants à partir de matières naturelles inexploitées pour l'industrie du luxe. Donc, ça peut être des coproduits d'origine animale, végétale ou minérale, dans un objectif de circularité le plus cohérent possible, en tout cas pour l'environnement. On est expert matériaux, pas forcément expert dans les applications, et donc ce projet avec les pinceaux Raphaël a été pour nous une très bonne opportunité. Nous, on travaille souvent en tripartite, le client, l'expert d'application et puis nous, matériaux. La particularité du projet avec Raphaël, c'est que c'était un projet à viser B2C, nous on est très B2B. Notre client, c'est notre fournisseur de déchets habituellement, voilà, surtout sur le cuir. On a travaillé avec des grandes maisons maroquineries de luxe qui va nous donner ces déchets de cuir, on va les transformer, il va les réintroduire dans ses propres produits. Là, c'est un peu différent. La société Raphaël voulait des produits éco-responsables qui ont un sens avec leur histoire. Donc, le coquillage, puisque c'est une société bretonne, mais aussi parce que souvent, tout ce qui est associé au coquillage, c'est la mer, c'est le bien-être, c'est la beauté. Et donc, l'objectif a été de les fournir dans un matériau innovant à partir de coquillages inexploités pour en faire un nouveau matériau et le proposer, eux, à leurs clients qui peuvent aussi s'avérer finalement être aussi nos clients sur d'autres business units. Merci Noémie, très clair. En termes concrets, c'est typiquement un partenariat avec Max Sauer. Sarah, vous allez nous raconter tout ça, où en fait vous avez co-créé en fait avec Authentic Material un pinceau qui a été d'ailleurs primé dans le cadre d'un salon. Peut-être avant tout ça, Sarah, est-ce que peut-être vous voulez
voilà, on a beaucoup entendu parler des cycles d'innovation chez L'Oréal, dans les grands groupes. Comment ça se passe en fait chez Maxauer, qui est un groupe indépendant, familial, installé? Est-ce que vous pouvez nous en parler? Tout à fait. Donc, pour ceux qui nous connaîtraient moins que Tamim et L'Oréal, évidemment. Donc, nous, on a un groupe, comme vous le disiez, Marie, vieux depuis 200 ans, une PME bretonne. On est le dernier fabricant de pinceaux français, avec un savoir-faire, du coup, ancestral et manuel à défendre, puisque chaque pinceau est entièrement fabriqué à la main, ce qui est gage de qualité. Et tout à l'heure, on parlait aussi de durabilité. Et en fait, la durabilité, c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, aussi bien sur la partie produit, il faut savoir que nous, on a eu pendant très longtemps en fait des pinceaux Beaux-Arts qui étaient garantis à vie. Ok. Donc, on n'a pas vocation non plus à faire des consommables, à faire des pinceaux qui vont durer peut-être quelques mois, quelques années et les jeter. Donc, on est vraiment plus dans une démarche de qualité et d'avoir des beaux objets durables. On a plutôt vocation à faire des beaux pinceaux qu'on a envie de garder. Et d'exposer dans sa salle de bain. Et de transmettre. Voilà, exactement. Et finalement, ça résonne énormément aussi avec cette histoire familiale, puisqu'on a une vision qui est quand même très long terme, très durable. On n'a pas forcément la même approche et la même dynamique que si on était une start-up ou un groupe avec un actionnaire qui serait pas en fait finalement le descendant du créateur de l'entreprise. Et donc dans nos réflexions, je pense on se donne aussi le temps de prendre le temps. Et donc ça joue aussi sur notre manière de réfléchir, d'aboutir des projets, de prendre le temps, d'être sûr d'avoir vraiment la bonne idée avant de la sortir. Donc je pense que notre approche du temps est quand même assez différente de ce qu'on peut avoir dans des grands groupes. En termes de démarche d'innovation, on est plutôt en train de changer. On avait plutôt habituellement tendance à innover grâce à nos clients. Donc nos clients arrivaient, nos grandes maisons clients arrivaient avec des briefs. Et à ce moment-là, on se mettait à développer. Parfois, les briefs nous obligeaient en fait à sortir de notre zone de confort et à trouver soit des nouvelles solutions de production, soit des nouveaux matériaux. Mais voilà, l'innovation venait souvent de nos clients. Là, maintenant, on est quand même arrivé sur un rythme de lancement qui est quand même plus soutenu. Ces 10 dernières années, on voit que les projets sortent plus vite, avec des délais plus courts. On a besoin d'être plus réactifs et on sent que nos clients attendent maintenant qu'on leur propose vraiment des solutions innovantes, qu'on soit davantage force de proposition que ce qu'on pouvait l'être avant. Et donc, c'est comme ça que nous, on est rentré aussi dans une nouvelle dynamique. Donc, on a un pôle de R&D, on a aussi un comité d'innovation chez nous. Donc, on met en marche en fait ces dynamiques d'innovation qui n'étaient pas forcément évidentes il y a quelques dizaines d'années. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a eu ce partenariat du coup avec Authentic Material. Alors, ok, est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un peu plus du coup, quel était l'objectif? Bien sûr. Donc, ça a été vraiment, on a été mis en relation finalement par une tierce personne. Donc, ça a été vraiment la rencontre d'une start-up et d'un très ancien fabricant. Ouais. Et l'idée étant pour nous de trouver des nouveaux matériaux. Parce que nos clients nous challengeaient énormément. Donc, on a repris basiquement un pinceau en le décomposant, et en se disant qu'est-ce que c'est un pinceau? On a la partie poil fibre, on a la partie virole, la partie manche. Et comment sur chaque élément travailler pour avoir soit quelque chose de biosourcé ou de biodégradable, mais en tout cas avoir un composant qui soit le plus éco-responsable. Et dans ce cadre-là, on a été mis en relation du coup avec Authentic Materials, dont le métier est de développer finalement ce cycle de réutilisation. Donc on prend un déchet qu'on va ensuite réutiliser ou réinjecter, donc soit 100% ce déchet naturel, soit à l'aide d'un polymère bio. Et donc ça résonnait énormément et on a commencé à faire quelques premières maquettes en fait avec les équipes de Noémie. Donc des maquettes qui étaient donc des manches. On a principalement travaillé sur le manche du pinceau. Donc un manche de pinceau qui serait fait soit à partir de déchets de cuir. C'est vrai que ça résonne quand on a pas mal de grandes maisons en tant que clients qui ont du coup sur d'autres activités des déchets de cuir. Donc ça avait du sens de leur proposer cette solution. Et on avait aussi travaillé d'un autre côté avec un matériau à base de coquilles d'huîtres, de coquillage, qui avait plus de résonance du coup sur notre côté breton, côte atlantique, bord de mer, voilà notre ADN de marque. Et donc c'est vrai qu'on allait souvent au rendez-vous en présentant ces matériaux. On avait du mal encore à ce que nos clients se projettent. Donc on a décidé nous en fait côté Maxauer d'appuyer sur le bouton avec l'aide d'Authentic Material et de se décider à développer un concept entier. Pas seulement arriver avec des bouts de matière en fait en rendez-vous parce qu'on voyait que les gens avaient du mal à se projeter en fait finalement. Et donc c'est comme ça qu'est né l'Ocean Brush. Donc on a créé un pinceau qui est uniquement en fait un manche en coquille d'huître et polymère bio, avec des fibres que c'est tout le travail qu'a fait notre service R&D chez Maxauer, des fibres qui étaient du coup à 65% recyclées.
Donc c'est du recyclage de plastique PET, donc c'est les mêmes bouteilles en fait, bouteilles qui polluent d'ailleurs énormément nos océans. Donc entre le coquillage, le manche en coquillage et du coup la fibre à partir de déchets de bouteilles recyclées, donc c'est pour ça qu'on a appelé ce pinceau l'Ocean Brush. Ok. Donc il a été primé sur 2 salons, le Make Up in Paris et le Make Up in New York. Ok. Et peut-être pour comprendre, donc ce partenariat, c'était dans le besoin d'un client que vous aviez, c'était purement dans une approche purement de POC, de test. Voilà, plus vraiment une innovation que nous on pousserait. On avait bien senti, il y avait une demande générale en fait de nos clients d'avoir des propositions, mais il n'y avait pas forcément personne n'est venu voir en disant on a tel ou tel déchet, on aimerait les réutiliser. Ça c'est vraiment fait par cette connexion qu'on avait avec Authentic Materials et qui nous a permis de proposer ça. Donc vraiment une proposition de notre part. Ok. Hyper intéressant. C'est vrai qu'en fait, ce qui est fort avec cette start-up, et c'est ce que vous expliquez très bien, c'était qu'en fait, arriver à revaloriser des rebuts de cette industrie, qui sont nombreux et qui, en plus d'un point de vue réglementaire, ne pourront plus être jetés, enfouis, détruits. Donc, comment est-ce qu'on les remet, on les réinjecte en upcycling, vraiment avec de la nouvelle valeur, et pas simplement une dégradation pour en faire de l'isolant ou quoi, mais voilà, c'est comment est-ce qu'on en refait quelque chose qui a de la valeur aussi par rapport à un marché, à des consommateurs qui sont peut-être plus intéressés par rapport à ça. Très intéressant. Est-ce que peut-être pour arriver à nous dire un peu, quand on parle de relations start-up, grand compte, start-up, groupe indépendant, quels sont en fait un peu les facteurs clés de succès? Qu'est-ce qui fait que des fois ça peut coincer? Peut-être d'abord Sarah et puis après vous, Tammy. J'ai trouvé après avec du recul que c'était plutôt un beau mariage finalement d'avoir on a la chance quand même en tant que PME de pas non plus être un grand groupe, donc la PME permet aussi de réagir vite. Il y a très peu d'échelons et il y a très peu de voilà, on peut très rapidement aussi prendre des décisions même si on a une temporalité comme je disais tout à l'heure qui est assez longue, et finalement on a ce point commun avec la start-up. Donc avec Authentic Materials, on en a pu très rapidement se dire voilà, les quelques maquettes qu'on avait ne suffisaient pas à présenter aux clients. On va faire davantage de maquettes qu'on pourra distribuer en salon, échantillonner. Et du coup, on a pu être vraiment très rapide avec les équipes Authentic Materials pour maqueter. Donc c'est vraiment plus voilà, cette souplesse qu'on avait de part et d'autre. Donc c'était ça le succès, cette souplesse et cette réactivité qu'on avait. De par chacun de nos ADN qui finalement étaient différentes mais se rejoignaient sur ce point, qui nous ont permis en fait de très rapidement en quelques mois en fait sortir ce pinceau et pouvoir et le présenter et l'échantillonner en fait aux clients. Et on a essayé, je sais très bien de part et d'autre les équipes, donc moi de présenter ce concept-là auprès de mes contacts. Eux, je sais qu'ils n'avaient pas forcément donc dans des grands groupes les mêmes contacts, donc on essaye de part et d'autre de parler de ce projet et de cette solution à nos contacts respectifs en espérant que du coup ça porte ses fruits. Ok. Donc réactivité et confrontation assez rapide quand même au marché. C'est ça. Pour tester aussi l'attrait, le besoin, etc. Alors du coup, structure lean et réactivité. Ça mime. Est-ce que ça vous... Structure lean, on n'y est pas tout à fait, mais réactivité, on essaie de l'être. Non, je pense que ce qui est important et la conviction que nous avons chez L'Oréal, c'est que le consommateur a pris le pouvoir. Et tous les business models qui sont en train de réussir n'existaient pas il y a 20, 30 ans, etc. Et comment est-ce qu'on fait? Et donc, ce que je disais, donc, effectivement, c'est comment on est un grand groupe, peut-être pas bicentenaire, mais déjà plus de 113 ans qui existe. Et là, on le fait à travers différentes modalités. Le premier, c'est la présence dans des incubateurs. Je parlais de la station F, où là, on a plus, par exemple, je prends la station F, plus de 60 personnes qui accueillent des startups et on partage avec eux notre passion, notre connaissance de la beauté, du marketing, et on les écoute et on essaie de les aider à développer leur business model. Ou l'autre modalité qui peut être là à travers le fonds d'investissement, on va prendre une participation. Donc, on a un fonds d'investissement qui s'appelle Bold, qui prend des participations dans des startups. On se dit, tiens, minoritaires, il y a des sujets qui sont intéressants. Ou ça peut être l'acquisition d'une start-up. On se dit, par exemple, très tech. Je pense au cas de Modiface, qui est une start-up canadienne sur le virtual try-on, sur l'essai virtuel. Et on se dit, bon, c'est quand même très tech, c'est très éloigné. Et donc là, on essaye de les protéger, qu'ils gardent leur écosystème pour continuer d'innover. Donc voilà, ces différentes modalités. On essaye d'essayer de tester et d'apprendre en même temps que les startups. Ouais, d'itérer et de construire une envie de faire ensemble aussi. Mais oui, vous me disiez quand on préparait l'entretien que les startups étaient des poils à gratter pour les grands comptes. Souvent. Mais que ça peut stimuler aussi. Absolument. C'est ça qu'il faut réussir. Bon, très intéressant. On va
peut-être pouvoir prendre vos questions. L'une des premières que l'on a, elle s'adresse à Tamim. En fait, c'est le sujet de la data dans les grands groupes. Donc, c'est vrai que ce soit vos investissements en start-up plutôt B2B, plutôt tech. Est-ce que vous adressez les sujets de data, évidemment, mais comment chez L'Oréal? Est-ce que c'est un gros enjeu pour vous? Oui, c'est un immense enjeu. C'est ce qui a beaucoup changé dans cette ère aujourd'hui, c'est que on laisse tous des data partout sans le savoir, et c'est de se dire, tiens, comment est-ce que cette data, bien sûr dans le respect du consommateur, dans le respect de la législation, peut nous aider à mieux lui répondre avec des produits adéquats, pertinents, avec du contenu qui lui plaît. Donc ça c'est toute la révolution du marketing. C'est comment est-ce que j'intègre toute cette data, non pas d'un point de vue intrusif, mais au contraire pour mieux répondre au consommateur final. D'accord, donc prédiction des tendances, connaissance de la cible. Absolument. Et contenu relevant, un contenu qui puisse m'intéresser, où je puisse apprendre quelque chose. Donc voilà, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde, ce que je disais, d'hyper-information. Et comment est-ce qu'on fait que, moi, je suis bombardé en tant que cliente. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Ça, c'est ma première question existentielle. Et deux, expliquez-moi pourquoi c'est bien pour moi. Donc, quel est le contenu qui est le plus pertinent, qui me permet de mieux comprendre? Qu'est-ce qui est behind the scene? Quel est votre processus de sourcing? Quel est votre processus de... Ça, ce sont toutes des questions que aujourd'hui on se doit de répondre parce que, encore une fois, le client et la cliente a pris le pouvoir. Donc, Oui, on parlait aussi beaucoup dans le retard des startups de traçabilité. Traçabilité d'un bout à l'autre de la chaîne de valeur, donc en fin de vie du produit, c'est ce que fait Authentic Material, pouvoir réinjecter des matières qu'on a maîtrisées de A à Z et les remettre dans son cycle. Traçabilité aussi en début de conception du produit sur des matériaux cosmétiques. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Et est-ce qu'on arrive en fait à tracer chaque matière, à l'expliquer au consommateur, ou on n'en est pas encore tout à fait là? Non, c'est un sujet qui nous anime. En toute honnêteté, je ne suis pas expert du sujet, mais je sais que c'est une des sujets sur lesquels on avance, sur la traçabilité, la blockchain, parce que, pour une simple raison, c'est que le consommateur aujourd'hui veut savoir. Donc c'est fini la boîte noire ou le top-down, je ne vous consulte pas. Non, il a le droit de savoir, et c'est ce qui est très positif de cette époque. Hein. Ouais, ok. Et peut-être vous, Sarah, voilà, sur vous, votre stratégie de production, de conception, est-ce que ça, c'est des sujets que vous réfléchissez dans le vie du produit? Bien sûr, tout à fait. En fait, ça nous parle énormément vu qu'on a énormément de demandes en fait, de nos clients sur cette traçabilité. Et on sait très bien qu'en fait, si on veut durer, et durer encore et encore 200 ans, ça passe aussi par la traçabilité. C'est que le plus on sera transparent et le plus on travaillera. En fait, donc on est obligé aujourd'hui d'être transparent. Et on est obligé d'aller au bout de cette traçabilité. Et on ne peut pas se permettre de prendre un composant sans avoir regardé d'où il venait, comment il avait été fait. Donc ça va faire partie des clés de succès pour qu'on puisse vivre encore longtemps avec l'innovation. Yes. Peut-être une question pour Julien ou pour tous, mais en termes de maturité des startups sustainable dans l'environnement du luxe, c'est assez précis. La France par rapport à l'étranger, est-ce qu'on a la population est peut-être plus prête? Le consommateur, vous voulez dire? Le consommateur est peut-être plus prêt à ce premium impact ou... Alors, quand on parle luxe, on parle souvent international et mondial. Je suis pas certain que les Français se distinguent et seraient plus exigeants en effet sur traçabilité, durabilité, etc. que les autres. On est peut-être un peu plus en avance. Et là, je sors du domaine du luxe. On est peut-être un peu plus en avance que les Américains sur ce sujet-là. On va faire un peu plus attention sur la provenance et la composition de tous les produits, en effet, qu'on va utiliser à des fins personnelles. Mm-hmm. Peut-être que les Américains sont un peu plus à la traîne que nous. Dire. Ok. Voilà. Ça fait du coup du potentiel pour les startups françaises et les marques françaises. Qui... Bon, après, il y a une éducation à faire aussi du consommateur. Donc aujourd'hui, c'est pas encore tout à fait ça, d'après ce que j'ai vu sur des produits qui ne sont pas des produits de luxe. Ben ça rejoint les sujets de contenu et d'explication, de justification, de storytelling aussi, de pédagogie. C'est le meilleur mot. Okay. Merci. Et alors, peut-être deux questions pour finir.
Sarah, plus précisément sur le partenariat Authentic Material, alors on nous demande, est-ce que vous aviez peut-être des idées préconçues sur eux, une peur en arrivant au moment du partenariat, parce qu'une collaboration avec une start-up, on se dit, en effet, il faut qu'il y ait des équipes derrière, etc. Et aussi, quelles ont été un peu les contraintes de ce partenariat, voilà, mais qui ont toutes été réussies, du coup, puisque le partenariat a abouti. Je dirais qu'effectivement, en fait, on a tendance à vite oublier les démarrages, et peut-être qu'au démarrage, on a pu avoir la crainte que cette solution soit pas forcément industrialisable. Parce qu'une fois qu'on a montré un concept à un client, il faut qu'on soit en mesure après de livrer le marché aussi. Donc on a pu avoir un petit doute au début de est-ce qu'on allait pouvoir, dans les quantités où on voulait, pouvoir faire entrer en fait cette matière dans nos process, et est-ce que Authentic Material avait la capacité en fait de nous livrer ce matériau dans les quantités souhaitées. Ouais. Et donc là-dessus, Authentic Material a très, très vite su nous rassurer sur ses capacités. Et il nous a aussi beaucoup accompagnés sur, puisqu'ils avaient toute cette expertise de ce matériau développé, comment le faire rentrer dans nos process. Donc il y a eu plein d'allers-retours. Au début, on a voulu s'arrêter ça comme on travaille beaucoup avec du bois en fait, et des bois FSC du coup sur nos pinceaux actuels. Ouais. Et on a essayé de le faire rentrer en fait dans le processus actuel, ce qui n'a pas du tout marché. Donc voilà, il a fallu revoir. Ce serait pas de cette manière qu'on obtiendrait un manche avec ce matériau. Et ils nous ont énormément aidés en fait, et énormément conseillé sur la manière dont on pourrait faire rentrer en fait ce nouveau matériau. Okay. Dans nos usines. Ok. Génial. On peut conclure. Merci à tous pour votre présence. Merci à tous pour vos questions. Je retiens envie de faire ensemble. Structure agile et itération, confrontation au marché. Voilà, merci beaucoup pour votre présence ce soir et pour votre écoute. Merci. Merci.